Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct au programme de notre édition. Le nucléaire iranien, le nouveau sommet qui se déroule au Kazakhstan et qui s'ouvre aujourd'hui. Alors marchera ou marchera pas cette fois-ci, sanctions et pression contre la République islamique ou assouplissement à l'horizon. Nous en parlerons ce matin avec Boaz Bismuth. Bonjour Boaz, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de la matinale. Nous en parlerons donc, et puis en deuxième partie d'émission, nous serons avec Ilana Attali qui décryptera pour nous l'ambiance et les initiatives citoyennes en Israël avant l'arrivée de Barack Obama le 20 mars prochain. Mais pour l'heure, place au titre. Elsa Mimoun, bonjour. Bonjour Nathalie. C'était il y a tout juste une heure, une roquette s'est abattue sur la ville d'Ashkelon. C'était la première depuis le 21 novembre dernier, la première depuis la signature du cessez-le-feu avec le Hamas. Effectivement, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza et explosée ce matin près d'Ashkelon dans le sud d'Israël sans faire de blessés. C'est ce qu'a indiqué la police en soulignant qu'il s'agissait du premier tir depuis l'opération menée par l'armée israélienne à la fin de l'an dernier à Gaza. La roquette est tombée tôt dans la matinée près d'Ashkelon et a provoqué quelques dégâts sur une route sans faire de victimes. C'est ce qu'a précisé Miki Rosenfeld, le porte-parole de la police. Toujours en Israël, Israël a de nouveau pressé l'autorité palestinienne de ramener le calme dans les territoires palestiniens où la tension menace de dégénérer. Des milliers de Palestiniens ont participé dans une atmosphère tendue, mais sans incident majeur, aux funérailles d'Arafat Jaradat, militant du Fatah décédé samedi dans une prison israélienne. Au cours des obsèques, la branche armée du mouvement nationaliste Fatah a promis de venger la mort du détenu qui appartenait à ses rangs. Des combattants armés et masqués de l'aide militaire du Fatah surveillaient les obsèques des toits environnants. Je vous propose de regarder ce reportage de Maxime Pérez qui illustre les événements de la journée d'hier. Des rafales d'armes automatiques pour saluer sa dépouille, puis un immense cortège traversant le village de Seir, au nord de Hébron. Ce lundi matin, des milliers de Palestiniens ont participé aux funérailles d'Arafat Jaradat, 29 ans, retrouvé mort ce week-end dans la prison israélienne de Megiddo. Un événement sous haute tension, dont le bon déroulement avait été confié à la police palestinienne par Israël. Leurs membres, déployés en nombre au milieu de la foule, ne sont pourtant pas les seuls à afficher une présence dissuasive. Sur les toits environnants, d'autres hommes armés ont pris place, ceux des brigades des martyrs Al-Aqsa. Absente de la scène palestinienne depuis la seconde intifada, la branche armée du Fatah effectue donc un retour inattendu et promet même de faire payer à Israël la mort d'Arafat Jaradat, assimilée à un crime. Pourtant, l'État hébreu réfute fermement le rapport d'autopsie présenté par les responsables palestiniens, lequel affirme que le prisonnier aurait succombé à des tortures. Malgré des appels au calme répétés, la journée a encore été émaillée d'incidents à Hébron et en plusieurs points des territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne. Dans les prisons israéliennes, situation inchangée, près de 4700 détenus ont une nouvelle fois refusé leur plateau repas, poursuivant la grève de la faim qu'ils avaient entamée la veille. Sans parler de troisième intifada, les Palestiniens maintiennent plus que jamais le bras de fer et paraissent déterminés à entraîner Israël dans une crise majeure. En Italie à présent, l'ampleur du vote protestataire aux élections de dimanche et lundi risque fort de plonger l'Italie dans une impasse politique. Aucune alliance ne semblant assez forte pour former un gouvernement stable. Sur la base d'un décompte quasi définitif, le centre-gauche de Pierluigi Bersani était crédité de 125 000 voix d'avance sur le centre-droit à la Chambre des députés. Mais après une année d'austérité, plus de la moitié des électeurs se sont ralliés aux plateformes anti-européennes de Silvio Berlusconi et de Beppe Grillo, offrant à la droite la victoire au Sénat. Dans la mesure où les deux chambres disposent des mêmes prérogatives, si aucun accord n'est conclu, de nouvelles élections pourraient être nécessaires. La famille de 7 Français enlevés le 19 février dernier au Cameroun apparaît pour la première fois dans une vidéo postée sur Internet aux côtés de ravisseurs disant appartenir au groupe islamiste nigérian Boko Haram. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dénoncé des images terriblement choquantes qui démontrent une cruauté sans limite. Je vous propose d'écouter ses réactions. Le Premier ministre français s'est exprimé sur ce sujet. Les images qui ont été montrées sont des images terriblement choquantes. Elles confirment la cruauté sans limite des preneurs d'otages. Nous avons effectué les vérifications nécessaires lorsque ce type d'image est publié. Mon seul commentaire sera de vous dire à la fois le
le choc terrible que constituent ces images, la cruauté manifeste des preneurs d'otages et la détermination du gouvernement français à faire le maximum pour obtenir leur libération. Les ravisseurs des otages affirment avoir commis ce rapt à cause de la guerre contre l'islam menée par la France, une possible référence à l'intervention militaire engagée depuis le 11 janvier au Mali, je vous le rappelle, contre les groupes islamistes armés. Un homme soupçonné d'avoir tué l'opposant Chokri Belaïd et son complice présumé ont été arrêtés selon des sources policières qui ont affirmé que les suspects de ce crime ayant plongé la Tunisie dans une profonde crise politique appartenaient à la mouvance salafiste. Le deuxième homme est soupçonné d'être le motard qui a permis la fuite du tireur le matin du 6 février après que Chokri Belaïd, opposant virulent aux islamistes d'Ennahda au pouvoir, a été abattu à bout portant en bas de son domicile à Tunis. Alors que les violences font toujours rage à travers la Syrie, le régime du président syrien Bachar al-Assad s'est dit pour la première fois lundi prêt au dialogue avec les rebelles armés pour mettre fin au conflit. Mais ces derniers ont rejeté toute négociation avant le départ du chef de l'État et le retrait de l'armée des villes. Le président américain Barack Obama a fait monter la pression sur le Congrès, appelant les gouverneurs à la rescousse pour éviter la cure d'austérité qui prendra automatiquement effet vendredi, sauf accord de dernière minute entre démocrates et républicains. Ces coupes dans le budget fédéral ralentiront notre économie et feront disparaître des emplois bien payés. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama face aux dirigeants des 50 États réunis à la Maison-Blanche. Soigné dans un hôpital militaire de Caracas depuis son retour de Cuba il y a une semaine, Hugo Chavez n'a toujours pas été vu en public, alimentant les rumeurs sur son état de santé après une opération en décembre en raison d'une récidive de son cancer. Les seules images du président vénézuélien visibles dans la capitale sont les innombrables affiches collées sur des panneaux publics ou des personnages gonflables à son effigie. Une foule de partisans s'était rassemblée devant l'hôpital pour l'accueillir à son retour de la Havane où il avait subi le 11 décembre une 4e intervention chirurgicale en 18 mois. Le numéro 2 mondial Roger Federer a perdu un set lundi au premier tour du tournoi de Dubaï face au Tunisien Malek Jaziri avant de s'imposer en 3 manches 5-7, 6-0, 6-2. Le Suisse tenant du titre à Dubaï, un tournoi qu'il a remporté 5 fois, a commis un nombre de fautes très inhabituel pour lui. Il était resté sur une défaite face au Français Julien Beneteau à Rotterdam. Merci Elsa pour ces informations. On vous retrouvera tout au long de la journée donc pour des points sur l'actualité. Merci à vous. Et puis nous sommes à présent en ligne avec notre spécialiste défense, Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Bonjour Nathalie. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé ce matin au sud d'Israël, dans la ville d'Ashkelon ? Oui, c'est aux environs de 6 h du matin que des habitants d'Ashkelon, à 20 km au nord de la bande de Gaza, vous le savez, ont rapporté plusieurs explosions successives. Des fouilles ont immédiatement été menées par la police israélienne. Elles ont abouti au bout d'une heure à la découverte des débris d'un missile Grad sur une petite route au sud d'Ashkelon. Du côté de la police, on estime qu'un deuxième projectile s'est abattu dans le secteur et les recherches continuent à l'heure où je vous parle. L'armée israélienne explique quant à elle que l'alerte antiaérienne n'a pas retenti, tout simplement parce que la trajectoire des roquettes ne prenait pas la direction de zones habitées. Le système antimissile donc de fer n'est donc pas entré en action. Et bien sûr, l'information à retenir, c'est évidemment que c'est la première atteinte à la trêve conclue entre Israël et le Hamas depuis la fin de l'opération Pilier de défense le 21 novembre dernier, même si, il faut le rappeler, les factions palestiniennes de la bande de Gaza s'étaient livrées à plusieurs tirs d'essai à l'intérieur de l'enclave. Donc, vous l'avez dit, ces roquettes proviennent de la bande de Gaza, une trêve qui a donc été rompue par le Hamas. Quels sont les risques de propagation de ces attaques aujourd'hui ? Écoutez, tout d'abord, on peut certainement lier cette attaque contre le sud d'Israël aux menaces récemment proférées par des groupes salafistes présents dans la bande de Gaza. Il y a 2 jours, ils avaient menacé le Hamas de rompre la trêve, estimant que rien ne justifiait son prolongement actuel. Cela, bien sûr, nous ramène à la réalité gazaoui. C'est un Hamas qui n'est plus tout à fait maître de la situation dans le territoire palestinien. On le savait, peut-être même un Hamas affaibli après l'opération israélienne de novembre. Vous le savez, quasiment tous les symboles de son autorité avaient été détruits dans des frappes. Le mouvement islamique a également perdu de nombreux chefs militaires comme Ahmed Djabari. Et nul doute qu'après les tirs de roquettes de ce matin, c'est un nouveau défi qui est posé à son autorité. Alors a priori, c'est un incident qui paraît ponctuel et il est difficile de croire qu'Israël mènera une quelconque riposte à même de provoquer une escalade. En revanche, il faudra s'attendre certainement dans les prochaines heures à de sévères mises en garde contre le Hamas si de telles attaques devaient se reproduire.
Merci Maxime de ces explications et de votre analyse. Et nous sommes à présent avec Boaz Bismuth. Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin. Alors, les grandes puissances, depuis des mois, tentaient de s'entendre sur un lieu de négociation. Ça, au moins, c'est trouvé. Ce sera au Kazakhstan. Mais pour le reste, personne ne s'attend à grand-chose. Les négociations s'échelonneront sur les journées donc de mardi, aujourd'hui même, et mercredi demain. Le problème, c'est que toutes les discussions préliminaires ont jusqu'à présent échoué. Boaz Bismuth, vous êtes un habitué de ces tenues de négociation, de ces sommets. Cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que vous y croyez ? C'est vrai, pour en avoir couvert même quelques-unes, et je me souviens juste pour l'anecdote et pour les téléspectateurs, par exemple celle en 2012 qui s'est déroulée à Istanbul en Turquie, où Catherine Ashton négociait avec les autres participants, donc les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, et en face bien sûr la délégation iranienne. Et c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu un gag dans le sens où vous avez 5 plus 1, donc 6 parties, donc les puissants si vous voulez. Les Iraniens qui arrivent, ça s'est passé comme ça par exemple en Turquie, ils atterrissent à Istanbul, on ne les voit pas, ils n'arrivent pas à l'hôtel bien sûr, ils partent négocier chez les Russes d'abord, donc au consulat du consul russe à Istanbul, un petit peu pour préparer. Puis le lendemain, on parle, on palabre, on parle et on parle. Et puis finalement, nous les journalistes, on a écrit l'article déjà à la fin et c'était exactement ça, mot à mot. Donc on peut très bien prévoir ce qui va se passer. Bien sûr, c'est juste faire passer un petit peu le temps. On a vu très bien, il y a eu 3 rounds de négociations en 2012. Il y a eu à Istanbul, il y a eu à Bagdad, il y a eu à Moscou. Finalement, on parle toujours d'un certain avancé, mais finalement, on n'avance pas du tout. La seule chose qui avance réellement, c'est en Iran le projet nucléaire iranien, parce que les centrifuges, pendant que l'on parle, continuent de tourner. Donc on discute pour la forme. Les Occidentaux proposent un assouplissement des sanctions avec en contrepartie l'arrêt du fonctionnement de l'usine nucléaire de Fordo. Or cela, les Iraniens ont d'ores et déjà répondu par la négative. C'est quoi la prochaine étape des négociations finalement? Alors, il faut savoir une chose, c'est vrai que d'un côté, les Iraniens, il y a beaucoup de bluff dans cette histoire. Lorsque les Iraniens disent que leur économie n'est pas du tout affectée, voire touchée par ces sanctions, aussi bien de la communauté internationale et aussi bien sûr de l'Europe, on parle bien sûr des sanctions contre le pétrole iranien depuis juillet l'été dernier. Il faut savoir que oui, l'économie iranienne a un grave problème. Ahmadinejad, le président, pour encore quelques mois, l'a bien avoué. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose, et ça c'est très très important. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'avancée? Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui le programme nucléaire iranien n'est pas seulement pour être une puissance régionale. Les Iraniens bien sûr se voient comme la grande puissance, et c'est pas aussi pour demain anéantir l'État d'Israël, bien que c'est peut-être dans leur programme parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'Israël. C'est surtout une survie du régime iranien. Il faut savoir une chose, regardez un petit peu autour, regardez un petit peu d'histoire et pas l'histoire lointaine. Saddam Hussein avait un programme nucléaire, Kadhafi avait un programme nucléaire. Les deux l'ont arrêté. Bon, les Irakiens étaient obligés de le faire en 80 après l'attaque israélienne et par la suite avec cette inspection internationale qu'on a exigée. Et puis Kadhafi, pareil, il avait peur du sort de Saddam Hussein. Donc ce fameux, on se souvient très bien, en 2003, lorsque Tony Blair annonce cet accord secret. 2 États qui ont arrêté, 2 régimes totalitaires qui ont arrêté ce programme qui n'existe plus. Et voilà qu'en Corée du Nord, Kim Jong-il à l'époque, aujourd'hui son fils Kim Jong-un, qui continue ce projet, et puis intouchable. Donc pour les Iraniens, c'est une survie. En plus, la fierté nationale, pour nous, bien sûr, l'enrichissement d'uranium, c'est une question de fierté, surtout que pour nous, on le fait pour des raisons civiles. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, toutes les pressions, toutes ces sanctions ne marchent pas et qu'il n'y a pas réellement de maîtrise de la part du camp occidental sur ces volontés de développer l'arme nucléaire pour certains pays? La diplomatie israélienne a réussi une chose, elle a échoué une autre. Elle a réussi une chose, c'est à faire en sorte qu'aujourd'hui le problème iranien n'est pas un problème israélien, mais un problème international, mondial. Je me souviens, j'étais correspondant à Paris au début des années 2000, lorsque on parlait en Europe encore de la paranoïa israélienne. En 2002, on se souvient très bien que 3 ministres des Affaires étrangères, Allemagne, Grande-Bretagne et la France, qui partent à Téhéran pour négocier au sujet du nucléaire iranien. Ça, c'est le succès israélien, problème mondial et pas israélien. Échec israélien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de... Les Iraniens ne se sont pas menacés militairement. Donc finalement, bon, c'est encore une fois des palabres, c'est encore une fois un round, et puis le temps joue pour eux, le temps. Alors ne est-ce joue pas que ce pour que la l'Occident. diplomatie n'a pas réussi à faire, c'est finalement la voie des armes qui va devoir le faire? D'abord, toujours, il faut souhaiter qu'on n'arrive pas à cette solution, parce que tout le monde sait très bien, surtout dans cette région du monde, que finalement, la solution militaire est une solution que personne réellement ne veut. Ça, c'est quelque chose de clair, ni israélien, ni iranien, surtout pas l'Amérique de Barack Obama. D'un autre côté, les
les Iraniens qu'on connaît très bien, même avant d'être l'Iran, quand c'était la grande Perse de l'époque, étaient toujours des très très fins négociateurs, très très fins et qui connaissent très bien leur démarche. Et je crois une chose, c'est que pour les Iraniens, moi je crains une chose, c'est que si on continue de cette façon-là, si il n'y a que la carotte et il n'y a pas le bâton, vous allez me dire, un instant, les sanctions c'est bien des bâtons, mais ce n'est pas assez. Il faut que les Iraniens se sentent réellement menacés. Je pense que Saddam Hussein et Kadhafi sentaient réellement que c'était la fin de leur régime. Pour les ayatollahs, au contraire, avoir cette capacité nucléaire, voir la bombe ou la possibilité de l'avoir, d'avoir cette bombe. Puis une autre chose, vous savez, regardez un petit peu, c'est aussi, vous avez parlé de la forme. Alors bien sûr, il y a le fond et la forme. Dans la forme, les Iraniens continuent comme d'habitude. Et puis, regardez, à quelques jours avant les négociations, vous allez me dire un bluff ou pas bluff, on est en train de changer les centrifuges à des plus modernes, donc on va avancer même la puissance de l'enrichissement. On fait bien sûr des manœuvres militaires pour montrer, voilà, on est capable, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas. Et la visite d'Obama, la première chose, tout le monde parle de la Palestine, des négociations avec les Palestiniens. Je pense que l'Iran va être le premier sujet. Boaz Bismuth, vous parlez de manœuvres, je parle de règles du jeu. John Kerry a rappelé à l'Iran que les États-Unis ne permettront pas à la République islamique de se doter de l'arme nucléaire. Et il a également averti que l'option diplomatique ne serait pas sur la table de façon indéfinie. Elle l'est pourtant plus que jamais depuis l'élection de Barack Obama. L'option militaire, finalement, plus personne n'y croit aujourd'hui. Je vais dire juste une chose, John Kerry a dit quelque chose que c'est très très agréable pour nos oreilles. On va se souvenir qu'il y avait un président américain qui s'appelait George Bush, qu'on aime bien dans cette région du monde, ou certains pays bien sûr. Et puis George Bush avait dit, et souvenez-vous, bien sûr les Iraniens aussi ont la télé, ils regardent la télé, que la Corée du Nord va jamais avoir une puissance, ne sera jamais une puissance nucléaire. Et voilà ce qui s'est passé. Donc il y a bien sûr les paroles et il y a les faits. Je me souviens très bien quand j'ai appris la langue française, j'avais 6-7 ans, et j'avais commencé par le livre Le roman de Renard, c'était très très facile pour moi. Et cette phrase, je me souviens très bien, il y a loin entre dire et faire. Alors c'est une fable, les Iraniens l'entretiennent. On va reparler des sanctions. C'est bien que les sanctions ont un impact essentiel sur la situation économique. Vous en avez parlé des Iraniens. À force de sanctions, on ouvre la voie à une révolte contre le régime. On ouvre aussi la voie à une radicalisation des opinions et des positions sur place. Finalement, c'est un pari assez risqué. Non, moi je dirais que la solution pour moi en Iran, c'est la solution va venir, moi je le pense depuis longtemps, hein, la solution va venir du peuple iranien. Écoutez, il y a un paradoxe en Iran. Le paradoxe c'est lequel? Par exemple, avant la guerre la deuxième guerre du Golfe, en 2003, je me souviens, je me baladais entre Bahreïn, Koweït, Qatar. Et par exemple, à Qatar, où il y a des bases américaines, il y avait pas loin de l'hôtel Sheraton un petit restaurant où on renvoyait des journalistes américains parce qu'on était très très pro-irakiens et hostiles aux Américains. Je parle du Qatar, État du Golfe. Et presque en parallèle, l'Iran, un pays où j'ai visité plusieurs fois après la Révolution, et j'ai fait plusieurs reportages là-bas, vous rentrez dans un magasin de jouets, vous voyez des F-14 avec le drapeau américain, les acteurs américains que toutes les filles en Europe apprécient, ben les Iraniennes aussi, et DiCaprio est en la une des journaux iraniens. Ça veut dire quoi? C'est que d'un côté, vous avez le régime pro-américain, pays du Golfe, mais le peuple, pas du tout. En Iran, c'est un peu le contraire dans une certaine partie de la population. Donc, ce changement en Iran va venir de la population. Peut-être l'erreur qui a été faite par les Américains, par Obama surtout, c'est que ce printemps arabe dont on parle, bon, les Perses ne sont pas des Arabes, mais c'est quand même dans le pays musulman, a commencé peut-être en 2009, après les élections, où ils n'ont pas été assez soutenus. Et quand vous parlez justement, vous avez évoqué le peuple iranien, moi je pense que lui, peut-être lui a la clé, parce que si demain vous avez un autre régime, imaginez on retourne au Shah d'Iran, donc avant un autre régime... On va revenir sur les aspirations. Les aspirations du peuple iranien, on va revenir sur cette question. Ce sur quoi je voulais me concentrer pour l'instant, c'est Sergueï Lavrov, qui l'a affirmé haut et fort, il a été le seul à le faire. L'objectif de l'Occident n'est pas le renversement du régime iranien, c'est peut-être pas l'objectif de la Russie, c'est peut-être plus celui des États-Unis. Il ne faut pas oublier aussi que Sergueï Lavrov dit exactement la même chose aussi pour la Syrie, pareil. Donc ça veut dire c'est un peu l'intérêt des Russes. Et il faut savoir une chose, que dans cette histoire un petit peu russe, Iran, il faut savoir une chose. Pour Moscou, ce qui est bon pour les Américains est mauvais pour nous et vice-versa. C'est un petit peu, si vous voulez, d'une certaine façon, le retour à la guerre froide, où un petit peu la Russie fait un petit retour au niveau de leur politique étrangère à l'URSS de l'époque. Donc, bien sûr qu'il va dire cela. Et quand j'ai évoqué avant, et c'est curieux que vous, pas curieux, mais c'est bien que vous me posez cette question, qu'est-ce que j'ai dit sur la Turquie? Que la délégation iranienne, lorsqu'elle atterrit, elle va voir qui? Elle va voir le consulat russe. Pas pour rien, bien sûr, parce que ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que vous êtes les Iraniens autour de la table comme ça, une table ronde, on a 5+1 et on a les Iraniens en face. Mais parmi les 5+1, il n'y a pas un réel consentement. Et les Iraniens le savent très bien. Est-ce que les Américains ont les mêmes intérêts que les Russes et les Chinois?
Bien sûr que non. Et puis, dans les délégations européennes aussi, il n'y a pas exactement la même pression, je dirais. Et sur ce jeu, juste un mot quand même, je dirais qu'un pays qui a fait un très très bon travail en 2012 avec la pression sur l'Iran, je dirais même la délégation la plus israélienne dans ces rounds de négociation, était justement la délégation française, curieusement. Alors on va revenir à présent sur la question que vous souleviez tout à l'heure, et c'est la population iranienne. Reposer la question finalement de l'impact des sanctions, mais autrement. Il y a 4 ans, c'était la révolution verte, la révolution ratée en quelque sorte des Iraniens. Entre-temps, il y a eu le printemps arabe, l'intervention des Occidentaux dans ces révolutions. Est-ce qu'aujourd'hui, sans l'intervention des Occidentaux, les Iraniens ont finalement une quelconque chance de réussir une possible révolution? Écoutez, on voit ça très bien en Tunis, on voit ça très bien en Égypte. Alors, c'est exactement la même chose en Iran. Ça veut dire quoi? Il y a bien sûr une partie de la population, c'est-à-dire la population elle-même, le régime lui-même a ses soutiens au sein même de la population. Il y a ce qu'on appelle ce clientélisme. Par exemple, prenez par exemple en Iran, pour parler de façon précise. Il y a eu la guerre entre l'Irak et l'Iran, 8 ans de guerre. Il y a eu ces centaines de milliers de shahids. Ceux-là vivent grâce à l'État, grâce aux moyens que l'État leur donne. Donc si vous voulez, ce sont aussi des gens que vous pouvez très facilement descendre dans la rue. On a notre armée. Et quand on a vu, bien sûr, quand il y avait cette révolte, cette vague verte, cette révolte verte qu'on a connue autour de Mir Moussaoui, le candidat de l'époque, on a vu très bien comment le régime a su non seulement envoyer ses milices, les Bassidj, mais aussi envoyer toute cette armée de population qui les soutient. Mais vous savez, c'est des rapports de force. Et je veux dire une chose, encore une fois, ça ne va pas être fait ni en un jour ni en deux. Il faut vraiment avoir un soutien quand même de l'extérieur. Tout seul, vous ne pouvez pas réellement réussir ce pari en Iran. Tôt ou tard, ce régime va tomber. Tôt ou tard, il va tomber. Depuis 1993... Il va tomber. On sait que pour descendre dans la rue, les Iraniens le savent. Ils savent descendre dans la rue. Ce qui leur manque aujourd'hui, finalement, c'est un véritable leader. Est-ce qu'on a en Iran aujourd'hui une alternative aux marionnettes de Khamenei ? Regardez, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle l'homme de la situation. Il y a des hommes de providence, qu'on les connaît, qu'on les attend. Et puis, bien sûr, il y a les gens qui vous surprennent. Alors, regardez, par exemple, maintenant, on a eu, et je saute un petit peu, je quitte un peu ce monde de l'Asie ou le Moyen-Orient, et je vais vers l'Europe. Regardez, par exemple, hier, l'Italie, regardez les élections en Israël. Regardez comment, chez nous, il y a un vide qui s'est installé, mais on ne regarde pas du tout ça. De l'autre côté, peut-être à l'ombre comme ça, il y aura quelqu'un qui va sortir. Pour l'Iran, je vais dire juste une chose. Il ne faut pas oublier. D'un côté, il y a bien sûr les ayatollahs, il y a ce régime vraiment qui, même négationniste, qui reconnaît non seulement, qui soutient la mort d'êtres humains par le biais de terrorisme, mais en plus ne respecte même pas les morts par le biais du négationnisme. Mais dans ce même pays, c'est quand même une culture énorme. On a quand même eu avec les Persans quand même une très très belle histoire d'amour. Je pense qu'ils ont beaucoup contribué à la culture, et je ne pense pas qu'on a dans un État où des poètes comme Hafez Sadi et Omar Khayyam, on peut continuer avec un régime comme l'ayatollah. J'ai beaucoup trop de respect pour le peuple iranien pour qu'il puisse continuer avec un tel régime. L'avenir nous le dira. Une dernière question, Boaz Bismuth. Le temps nous manque. Combien de temps encore pour ce jeu diplomatique auquel les Iraniens jouent actuellement? Eh bien justement, le temps, pas seulement à vous, mais manque aussi à l'Occident. Malheureusement, je crois que vous avez la même heure, sauf que les Iraniens n'ont pas la même montre. Et justement, pour eux, au contraire, chez eux, la montre fonctionne différemment. Et pour eux, justement, encore une fois, comme je dis, chaque jour qui passe, par exemple, nous, on va se donner rendez-vous. J'espère que dans une semaine, dans 2 semaines, vous allez encore une fois me réinviter, ce qui ferait énormément plaisir. Et qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura toujours pas d'accord avec les Iraniens, sauf que les centrifuges continuent de tourner, comme un montre par ailleurs. Gagner du temps, c'est donc le mot d'ordre pour les Iraniens. Merci à vous, Boaz Bismuth, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. On passe à présent à vous, Ilana Attali, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous. Obama arrive en Israël le 20 mars prochain. La date est sur toutes les lèvres. C'est sa première visite depuis son investiture en 2009. C'est l'effervescence en Israël juste avant la venue du président américain nouvellement réélu. Tout à fait. C'est sa première visite depuis son investiture et son premier mandat. Et une effervescence populaire rencontre Israël depuis déjà quelques semaines, depuis qu'il a annoncé la date de sa venue. Alors on a par exemple, à titre d'illustration, comme symptôme de cette effervescence assez extraordinaire, un vote qui a été réalisé sur la page du Premier ministre israélien de Benjamin Netanyahou, un vote pour décider quel sera le logo de sa visite. Donc, ce qui est quelque chose d'assez inédit, ça ne s'est jamais produit avec les visites des présidents précédents. Et on a l'impression, c'est un peu de l'ordre du match de foot, on supporte un candidat, on supporte une équipe de Super Bowl. Voilà, Obama arrive et c'est l'effervescence.
Qui est derrière ces initiatives? Pardon, une autre initiative à part ce logo. Alors, il y a ce logo donc, qui est symptomatique de ce qui se passe actuellement en Israël. Il y a également le fait que toutes les institutions académiques, de nombreuses institutions s'arrachent Obama. Tout le monde veut qu'Obama vienne parler à son estrade. Obama vient parler à Shomron. Des groupes sur Facebook se mettent en place et poussent comme des champignons. Obama vient à Shomron. Obama vient parler de l'environnement à telle conférence. Tout le monde veut qu'Obama vienne à leur estrade parler de tel ou tel sujet, parler à tel ou tel endroit. Donc on s'arrache une véritable rockstar, on va dire. Et qui, donc tout le monde se l'arrache. Qui est derrière cette initiative? Dites-en-nous plus. Quel est leur but exactement? Alors en fait, il y a différentes initiatives qui sont mises en place sur la toile à Facebook. Et il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, puisque c'est celle qui est le plus suivie sur la toile. C'est un groupe qui s'appelle Obama Bole Kikar, ce qui signifie Obama vient sur le Kikar. On parle du Kikar Rabin. Donc l'objectif de ce groupe, c'est en fait de faire venir Obama sur le Kikar Rabin et qu'il s'adresse à la population israélienne devant des milliers d'Israéliens et qu'il s'adresse à eux en tenant un discours de paix, en expliquant comment est-ce qu'il va peut-être relancer le processus de paix. On le voit, il y a aujourd'hui plus de 21 000 personnes qui soutiennent cette initiative, ce qui est assez énorme à l'échelle de la population israélienne. Et derrière cette initiative, en fait, j'ai rencontré une des personnes, un des organisateurs. Il se trouve des activistes de Shalom Arshav. Donc Shalom Arshav qui est une organisation pro-paix de gauche. Et bon, au départ, ça part de ce groupe-là, mais c'est vrai que ça dépasse aujourd'hui cette association, puisqu'on voit qu'il y a plus de 20 000 personnes qui supportent l'initiative. Donc on peut dire que c'est plus un mouvement populaire aujourd'hui. Alors pour faire venir Barack Obama, il faut aussi entrer en contact avec la Maison-Blanche, pas seulement publier une page sur Facebook. Est-ce que ça a déjà été fait? Alors juste avant de répondre à cette question, je voudrais qu'on entende Yaniv, que j'ai rencontré dans le cadre de cette chronique, et qui nous explique quels sont les objectifs de ce groupe qui a été formé. Écoutons-le. Nous avons pensé que c'était une occasion en or pour qu'Obama rencontre le public israélien et que l'on montre au monde, aux États-Unis et surtout à notre gouvernement qu'il y a dans le public israélien un nombre très important d'individus qui veulent du changement et croient dans les messages de paix que le président américain vient mettre en avant ici. Une initiative réaliste, Ilana, qu'on peut considérer comme étant réaliste? Alors, écoutez, pour l'instant, ils ont fait la demande auprès de l'ambassadeur américain en Israël, donc à savoir recueillir une réaction, peut-être un accord pour qu'Obama vienne sur le Kikar Rabin, ce qui est peu probable, on va le dire quand même, mais au moins qu'il récupère une réaction, une vidéo, quelque chose, qu'il réagisse tout simplement à cette initiative qui a acquéri un soutien populaire assez important. Maintenant, c'est vrai qu'on a reçu le programme de la visite officielle d'Obama, qu'elle est faite, enfin, c'est 3 jours qui vont être extrêmement chargés, il a des rencontres intenses. Exactement, on a reçu le programme, donc on sait qu'il y aura énormément de visites officielles à la maison du président Pérez, à la maison de Netanyahou, la visite symbolique toujours bien sûr à Yad Vashem, sur des sites militaires. Il va par exemple aller sur un des sites du Dôme de Fer, donc, que les États-Unis ont aidé à financer. Et c'est vrai qu'il y aura certainement peu de temps pour ce type de discours qui n'est pas inclus dans le programme maintenant. C'est vrai que les organisateurs ne se démontent pas et disent, écoutez, peut-être qu'on nous dit qu'on est naïf, que ce n'est pas réaliste, mais pourquoi pas y croire, et on va voir justement Yaniv qui réagit dans la vidéo. Nous sommes réalistes et savons que nos chances de réussir sont faibles, qu'il y a des difficultés liées à la bureaucratie et à la sécurité. Mais nous y croyons et nous avons l'espoir que ce sera assez fort et puissant pour qu'au moins Obama réagisse et vienne. Et vous savez, même s'il envoie un message vidéo, ce sera déjà une belle réussite. Nous prévoyons d'être sur le Kikar Rabin de toute façon et nous continuons à y croire. Boaz Bismuth, entre Bar-Ilan et Kikar Rabin, que choisit Barack Obama? Entre Bar-Ilan et Kikar Rabin, je pense que ni l'un ni l'autre, et pour la bonne raison. Mais d'abord tout ça c'est très intéressant, mais ça me surprend aussi cette volonté de voir le président américain. C'est-à-dire finalement, alors est-ce qu'on a cette volonté de devenir le 51e État américain? Moi je préférais voir au Kikar Rabin un Premier ministre israélien qui nous donne un petit peu sa solution et pas un président américain. D'un autre côté, c'est très très bien qu'ils viennent. Il faut se rappeler peut-être qu'on est des gros amis, mais finalement depuis la première visite d'un président américain, de Nixon, on a eu Carter, on a eu Clinton qui est venu 4 fois, on a eu ensuite bien
sûr Bush fils, mais c'est tout. Ça veut dire des visites de présidents américains, alors qu'on soit des gros alliés, il n'y en avait pas 36 000. Même Ronald Reagan, le grand ami d'Israël, je pense qu'il n'était jamais venu. Donc finalement, cette visite, il faut l'applaudir, c'est très très bien, mais une très mauvaise nouvelle pour les vendeurs d'hot dog et de Coca-Cola. Je pense qu'Obama ne doit pas venir au Kikar Rabin. Alors justement, Ilana, vous allez nous en parler. Barack Obama pro-israélien ou pas, les avis divergent sur cette question. Oui, il y a deux analyses. C'est vrai que Yaniv et le groupe qui a mis en place cette initiative nous disent, au contraire des propos de Boaz Bismuth, qu'effectivement Israël a non seulement, que Obama est un supporter d'Israël inconditionnel, autant que Bush, autant que Clinton, autant que ses prédécesseurs, mais qu'en plus de cela, Israël a besoin des États-Unis pour débloquer le processus de paix et pratiquement, sans la grande amie d'Israël, sans une initiative américaine, le processus pourrait rester justement paralysé pendant encore très longtemps. Donc ils estiment qu'on a besoin d'Obama. À côté de ça, c'est vrai qu'on a une analyse moins dithyrambique, moins optimiste quant au rôle d'Obama dans le processus, pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Des gens qui disent qu'effectivement déjà les relations personnelles entre Netanyahou et Obama ne sont pas au beau fixe. On a eu énormément de fuites médiatiques qui nous ont montré que leurs relations sont très tendues. Et donc finalement, également le fait qu'Obama, lors de son investiture, lors de son premier mandat, certaines personnes ont pris comme une trahison le fait qu'il passe son premier appel à Mahmoud Abbas, donc président de l'autorité palestinienne. Donc il y a les deux avis. Donc en sous-main, on a quand même les pressions des différents lobbies pour remettre sur le devant de la scène ce conflit israélo-palestinien, un dossier qui n'était pas forcément la priorité lors de la dernière campagne électorale. Est-ce que l'objectif, c'est de le replacer à l'ordre du jour, justement? L'objectif de ce groupe, comme d'autres groupes qui pensent que le conflit est un problème central, c'est effectivement de le replacer au centre. Mais c'est vrai que les dossiers principaux qui vont être traités a priori, ça on le sait parce que Obama a parlé lors de son discours de l'Union devant le Congrès américain, il a exprimé donc les sujets centraux qu'il compte mettre sur la table au moment de sa visite en Israël, et ce sont les dossiers iraniens et syriens. On parlait du dossier iranien juste avant, et c'est vrai que le principal objectif, c'est de stopper la prolifération du nucléaire iranien, et côté syrien, d'éviter que la guerre civile en Syrie se propage à la région, notamment en Israël. C'est vrai qu'il a beaucoup moins parlé du conflit israélo-palestinien, qui de toute façon sera forcément dans les sujets de discussion, parce qu'il est impossible que le président américain vienne et ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Parce que c'est notamment la volonté des populations civiles et des différents mouvements, autant de droite comme de gauche, d'influencer notamment sur le cours des choses. Ilana, merci pour ces éclairages. On vous retrouvera donc le 20 mars prochain au moment de la visite de Barack Obama. Et avant de se quitter, un rappel des titres qui ont fait l'actualité de ce matin, et ces deux roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza et qui ont explosé ce matin près d'Ashkelon sans faire de blessés. C'est ce qu'a indiqué la police en soulignant qu'il s'agissait des premiers tirs depuis l'opération menée par l'armée israélienne à la fin de l'an dernier à Gaza, le 21 novembre dernier, depuis le cessez-le-feu signé avec le Hamas. Et puis l'actualité en Italie également, l'ampleur du vote protestataire aux élections italienne risque fort de plonger l'Italie dans une impasse politique, aucune alliance ne semblant assez forte pour former un gouvernement stable. Sur la base d'un décompte quasi définitif, le centre-gauche de Pierluigi Bersani était crédité de 125 000 voix d'avance sur le centre-droit à la Chambre des députés. Et puis la Tunisie également, un homme soupçonné d'avoir tué l'opposant Chokri Belaïd et son complice présumé ont été arrêtés. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé des sources policières qui ont déclaré que les suspects de ce crime avaient plongé la Tunisie dans une profonde crise politique. Eh bien, ces suspects appartiendraient à la mouvance salafiste. Voilà donc pour l'actualité. L'actualité continue sur GuiSen TV. Pour notre part, nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Excellente journée à vous. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.